C'est parti. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, soit par l'intermédiaire de Facebook ou soit sur Internet. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser ce soir à vous à travers les questions. Elles sont déjà nombreuses et j'imagine qu'il va y en avoir d'autres sur des thèmes qui sont très différents. Certains d'entre vous sont des habitués, certains d'entre vous participent au mercredi de Force républicaine et on a voulu pour la rentrée avoir ce moment d'échange direct entre vous et moi, sachant que bien entendu nous reprendrons le cycle dès le mois d'octobre avec un thème qui sera important sur l'éducation. Je voudrais aussi remercier aussi celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être venus samedi dernier. C'était pour une nouvelle convention sur le thème de la liberté, avec des interventions, comme d'habitude, de très grande qualité, et qui vont déboucher sur un certain nombre de choses. Je voudrais donner et reprendre un exemple. Vous vous souvenez qu'au mois de juin, nous avions choisi de faire une convention sur un thème qui est très difficile, mais c'est un thème qui se pose et qui est aujourd'hui, on le voit bien dans l'actualité, un thème qui correspond à la montée notamment de l'islamisme. Alors on a voulu le traiter sur le biais des relations entre la République, bien sûr, et l'islam, qui n'est pas l'islamisme, mais vous voyez qu'en le traitant dès le mois de juin, nous avons pu, pendant plusieurs semaines, en réfléchissant, en dialoguant avec des philosophes, aussi avec des spécialistes, travailler une trentaine de propositions. Ces 30 propositions, nous les avons. Vous pourrez les découvrir dans le Figaro Magazine en fin de semaine, mais vous voyez bien qu'en s'attachant au fond, parce qu'on ne peut pas improviser ce genre de réponse, nous prenons un temps d'avance justement dans le débat public parce que on a vu que depuis le rapport de M. El Karoui, peut-être avec la prise de parole prochainement, mais on ne le sait toujours pas parce qu'Emmanuel Macron sur ce sujet est bien embarrassé, mais on voit bien qu'en prenant un temps d'avance, cela nous permet de mener en tout cas le débat d'idées en France. C'est fondamental, non seulement pour notre famille politique, mais aussi, je crois, pour notre pays. Voilà. Donc, bienvenue encore une fois. La prochaine convention, on en reparlera, ce sera au mois de novembre, sur notre modèle social qu'il faut réinventer, mais sans perdre l'identité qui nous est propre, à nous, Français. Et donc, un nouvel exercice pour moi, pour vous aussi, pour ce mercredi de rentrée avec ce jeu de questions-réponses. Alors, j'ai pas mal de questions, notamment sur l'immigration. Ce que je vous propose peut-être, c'est de les regrouper parce qu'on ne va pas réussir à répondre à toutes. J'ai par exemple celle d'Alain qui me dit « Que propose Force républicaine pour réguler le flux de migrants en Europe ?» Deux choses en matière de constat d'abord. Un, ne pas confondre les migrants économiques et les réfugiés. Le droit d'asile s'adresse aux réfugiés. Les migrants économiques, c'est autre chose. Je pense que la confusion qui est entretenue sur ce sujet, qui vise en réalité à tétaniser l'action des pouvoirs publics en matière d'immigration, n'est pas celle. Deuxième remarque, j'entends aussi depuis quelque temps cette petite musique qu'en réalité, on serait sorti du choc migratoire. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une vague extrêmement importante, notamment il y a 2-3 ans, avec la réaction de l'Allemagne de Mme Merkel, et que depuis, les choses se régulent et que, en réalité, ce problème est finalement derrière nous. Non, je ne le pense pas. Et ce constat, je voudrais qu'on le partage ensemble. Vous verrez d'ailleurs que cette question sera une des questions majeures au mois de mai 2019 pour l'élection européenne. Mais en réalité, cette question migratoire est une question qui nous est posée, qui nous sera posée à l'avenir pour un constat qui est très clair, qui vient du fait que d'un côté, on a une Afrique qui se développe de façon impressionnante du point de vue de la démographie, et de l'autre côté, notamment de la Méditerranée, on a une Europe qui va perdre à peu près 100 millions d'habitants à l'horizon de la fin de ce siècle. Donc cette cohabitation, cette juxtaposition presque géographique entre une zone de très forte pression démographique et une zone de basse pression démographique va poser cette question, et nous aurons à résoudre cette question. Une question qui pose à tous les peuples d'Europe, et pas seulement au peuple hongrois, pas seulement au peuple de l'Est, pas seulement au peuple du Sud, mais aussi au peuple du Nord. On l'a vu aussi émerger, bien sûr, en Allemagne, en Autriche, on le voit, et on l'a vu ce week-end aussi émerger en Suède. C'est une question qui taraude les peuples européens qui craignent de perdre l'identité, avec souvent des vagues migratoires
qui sont très différentes du passé, parce que malheureusement, ceux qui sont nouveaux venus ne souhaitent pas toujours s'intégrer, s'assimiler à la culture du pays qui peut les accueillir. Qu'est-ce que propose Force républicaine ? Une politique qui protège justement nos frontières, mais une politique qui installe 3 protections. On voit bien d'ailleurs qu'on a une extrême difficulté lorsque, d'abord, des déboutés du droit d'asile, très peu sont reconduits dans leur pays d'origine, ou même les migrants économiques. On voit les dizaines, même les centaines de milliers de clandestins. On voit bien qu'on a une extrême difficulté à les reconduire. Par conséquent, la protection, elle doit se porter très en avant, y compris en avant de nos frontières, y compris en avant de la frontière Schengen et des frontières européennes. Je pense que la première des protections, elle doit consister, par exemple, avec des hotspots qu'il faut absolument négocier dans certains pays, qui l'acceptent d'ailleurs, qui sont des pays, des grands couloirs de migration. Je pense qu'il faut aussi, toujours sur cette frontière très avancée, faire en sorte de conditionner systématiquement l'aide française, mais surtout l'aide européenne. Est-ce que vous savez que l'Europe est désormais la première puissance mondiale en matière d'aide humanitaire ? Eh bien, il faut, lorsque nous aidons un pays, avoir une conditionnalité. Je m'explique. Il faut imposer, en contrepartie d'une aide alimentaire, d'une aide économique, d'une aide au développement, des accords de réadmission, parce que beaucoup de ces pays que nous aidons pourtant ne veulent pas réadmettre ceux qui sont leurs ressortissants nationaux, et ça c'est quelque chose de fondamental. Toujours sur cette première protection, très en avant donc de la France, moi je propose un blocus. Il faut un blocus en Méditerranée pour éviter ces noyades et pour qu'on donne un signal très clair à tous ces passeurs, à tous ces esclavagistes des temps modernes, qu'ils ne peuvent pas compter sur notre faiblesse pour soumettre à des mauvais traitements et envoyer dans des embarcations qui ne mènent souvent qu'à la mort ces pauvres êtres humains. Je pense que ce blocus est indispensable. Ça pose un certain nombre de questions. Je pense qu'il faudra néanmoins pouvoir le mener si on veut avoir une action très ferme. Donc, première frontière, en tout cas première protection très en avant. Ensuite, il y a la frontière européenne. Là aussi, c'est clair, le Schengen, la puissance, la force de Schengen, c'est en réalité la force du pays le plus faible. Donc il y a des pays qui n'acceptent pas de jouer le jeu, ils ne peuvent pas rentrer dans le Schengen. Il faut être très clair. De même que j'ai toujours proposé que Frontex puisse monter en puissance. Je sais qu'ils ont déjà monté en puissance, mais ce sont souvent des personnels simplement nationaux des différents pays membres qui sont mis à disposition. Je pense que Frontex doit avoir des moyens. Il faut tripler les moyens de Frontex pour que non seulement il y ait des hommes, mais qu'il y ait des hélicoptères, qu'il y ait bien sûr des bateaux, mais qu'il y ait aussi des avions. Il y a trop peu d'avions, trop peu d'hélicoptères. Et ça, c'est la frontière européenne qui est fondamentale. Et enfin, je pense qu'on doit pouvoir laisser aux États membres la maîtrise des frontières qui sont les plus poreuses. Je pense par exemple pour nous les frontières qui sont en contact avec les grandes plateformes aéroportuaires. Je pense par exemple à Roissy, je pense à Vintimille. Aujourd'hui, on a une dérogation, un pays, on l'avait d'ailleurs utilisé, nous, après les attentats. 2 ans, pour des motifs très particuliers, on peut s'exonérer d'un certain nombre de règles, notamment européennes, et recourir justement et réinstaurer un certain nombre de dispositifs frontaliers pour nous défendre. Je pense que la pression est forte, sera de plus en plus forte, et ce dispositif doit pouvoir être élargi sur les motifs et dans le temps pour qu'on puisse instaurer, encore une fois, ces 3 types de protection qui sont seuls à même, évidemment, de nous protéger. Je pense, et je serais incomplet, si je ne disais pas aussi un mot, puisque je ne crois absolument pas à l'immigration zéro. Je pense qu'il y a aussi un problème d'intégration, d'assimilation. Moi, je parle souvent d'assimilation parce que c'est notre modèle. Nous sommes une nation civique qui fonctionne sur le principe de l'assimilation. Certes, ça comporte des contraintes pour le nouveau venu. La contrainte de la langue, la contrainte de rentrer dans l'héritage, dans le projet national. Mais c'est aussi la promesse de devenir complètement français. Et si je préfère souvent parler d'assimilation, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sauf à vouloir concevoir la France dans un modèle très multiculturaliste,
que n'est pas la tradition de notre pays. Je pense qu'il s'agit d'intégrer, non pas d'intégrer, pardon, justement, mais d'assimiler des valeurs. La liberté, l'égalité et la fraternité. Par exemple, la liberté, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. L'apostasie est un droit. On doit pouvoir assimiler ce droit. On ne l'intègre pas, on l'assimile. L'égalité hommes et femmes, c'est pour nous une évidence. Regardez en France les quartiers, plusieurs dizaines, je ne sais pas, je ne les ai jamais comptés, mais où les femmes ne peuvent pas sortir librement, sauf à être caparaçonnées, totalement voilées. Ça n'est pas normal. Et la fraternité, pour nous, a un sens. Ça n'est pas une fraternité religieuse, de la seule communauté de ceux qui croient et qui professent la même religion. La fraternité française, c'est une fraternité citoyenne, une fraternité civique. Donc je pense que là aussi, il y a un réarmement citoyen civique français. Et moi, je pense qu'un pays assimile, intègre d'autant mieux qu'il croit d'autant plus fortement à ce qu'il est, à sa propre identité, qu'il n'ose pas, ou plutôt qu'il ose réaffirmer un certain nombre de valeurs qui ne cachent pas précisément sa propre identité et qui n'a pas honte en réalité d'affirmer ce en quoi il croit et ce qui l'a fondé et ce pourquoi il croit aussi en l'avenir. Voilà, j'ai répondu peut-être un peu longuement, mais comme il y avait plusieurs questions, je voulais englober non seulement la question à laquelle je répondais directement, mais un certain nombre d'autres questionnements. Alors, sur le même thème, nous avons une question de Jean-Louis Grattepan. J'espère que je n'écorne pas son nom, de l'atelier de Bordeaux. Bonsoir à Jean-Louis et à celles et ceux qui sont autour de lui. Alors, il nous l'a adressé en vidéo. La question est la suivante. L'immigration est un sujet qui taraude les Français pour le danger culturel qui le pressente, du défaut d'assimilation. Pourquoi n'utilisez-vous pas, vous, les Républicains, l'opposition de droite, le référendum d'initiative populaire tel qu'il est prévu dans la Constitution? Ce serait une façon de montrer à Emmanuel Macron, notre président, qu'il est, sur ce sujet très important, en total décalage avec le ressenti des Français. Ne rien faire, c'est d'ici 5 ans retrouver 1 million d'étrangers supplémentaires que nous ne sommes plus en capacité d'accueillir. Merci bien pour votre réaction. Merci Jean-Louis. Deux choses pour répondre à cette question. La première, je pense que l'immigration, qui est un sujet extrêmement important, qui a impacté toutes nos sociétés, notamment occidentales, et pourtant un sujet qui a été laissé à l'abri des peuples. On a tout fait, alors que c'est un phénomène qui a changé énormément de choses dans notre société, mais on a tout fait pour laisser les peuples à l'écart de cette question. Qu'est-ce que c'était difficile d'ailleurs, dans les médias, de pouvoir aborder le sujet avec un peu de fermeté, d'humanité aussi, sans être traité d'extrémiste. Bon, ça, c'est un constat qui est important. Et c'est vrai que cette idée du référendum d'initiative populaire m'a été à plusieurs reprises soumise. Le problème, c'est qu'il est quasiment aujourd'hui inapplicable. Il est quasiment inapplicable parce que le plafond qu'a fixé la révision constitutionnelle d'il y a 10 ans, je crois, c'est 4 000, il faut 4 millions de signatures. Les pétitions les plus importantes n'ont jamais dépassé le million, donc on a un vrai problème. Je pense qu'à l'avenir, je pense que là aussi, si nous reprenions, ce que j'espère un jour, les commandes de la France pour faire une politique migratoire qui ait du sens, je pense que si demain il devait y avoir des blocages, quelques ordres que ce soit, je pense qu'il faudra donner la parole au peuple sereinement. Mais je pense qu'il y a une autre façon de la donner. Je suis aussi favorable à des quotas votés par le Parlement. Je pense que, et annuellement. Et puis je pense que c'est important parce qu'il faut que la représentation nationale s'en saisisse. Il faut qu'il y ait des débats démocratiques sur ce sujet. Voilà. Alors, il y a aussi... Alors, on va changer de thème parce que je pense qu'on a passé suffisamment de temps sur l'immigration. Par exemple, alors Michel de Paris qui me pose la question sur ce que je pense de l'annonce du ministre de l'Éducation pour le développement de l'apprentissage. L'apprentissage de l'arabe dans les écoles. Je suis contre. Je suis contre. Quel est notre sujet ? Je viens de le dire. Notre sujet,
c'est de dimensionner d'abord les flux migratoires à la capacité d'accueil, et nous sommes un pays avec un chômage de masse, avec un mal logement, etc., etc. Donc on ne peut pas accueillir encore une fois toute la misère du monde. Bien sûr, ça c'est la première observation. En revanche, sur cette question notamment de l'arabe en classe, moi je pense qu'il faut que, au contraire, de ces nouveaux venus qui seraient accueillis, soit parce qu'ils auraient un droit pour l'asile, soit parce qu'ils auraient satisfait à des critères, moi je pense que l'idée, c'est d'apprendre d'abord la langue française. Si on commence à apprendre l'arabe, ça veut dire qu'on va enfermer dans l'identité d'origine ces jeunes-là. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Et là, je crois que M. Blanquer a un modèle qui est un modèle beaucoup plus communautariste, multiculturaliste, que le modèle républicain que moi je souhaite promouvoir. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes constataient que les fameux ELCO, qui ne portent plus ce nom désormais, étaient un petit peu en déshérence. Je sais que Mme Vallaud-Belkacem les avait relancés sous un autre nom, mais en réalité, beaucoup de familles préféraient que leurs jeunes enfants apprennent l'arabe dans des mosquées ou les salles jouxtant les mosquées, parce qu'ils veulent qu'ils apprennent un arabe coranique. Donc on voit bien qu'il faut, là encore une fois, c'est la France qu'il faut qu'on doit faire aimer à ceux qui doivent être accueillis sur le sol français, et c'est la langue française qu'ils doivent bien sûr maîtriser. Voilà très rapidement le point que je voulais faire. Alors, autre question. Alors, c'est une question de Mathilde. Elle est étudiante, elle est à Bruxelles. Donc, je dis bonjour à Mathilde. Et au passage, d'ailleurs, si certains d'entre vous êtes dans des territoires ultramarins ou à l'étranger, je les salue bien volontiers. Alors, Mathilde se pose la question, Jean-Christophe Lagarde, voilà, vous a mis dans la liste des admirateurs de Viktor Orban, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à M. Lagarde? Rien du tout. Simplement, moi je pense qu'aujourd'hui il y a un énorme risque, et on voit bien ce que Emmanuel Macron tente de faire, ce que Marine Le Pen tente de faire aussi. Emmanuel Macron tente d'imposer un clivage manichéen entre les Européens et les nationalistes. Il désigne, comme il désigne d'ailleurs M. Mélenchon comme en étant sur le sol français son opposant préféré, il désigne M. Salvini et M. Orban comme ses opposants, bien sûr, préférés. Donc d'un côté, on aurait une Europe à visée fédéraliste que tous les peuples ont rejetée, qui est l'Europe du progressisme, l'Europe d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a échoué dans toutes ses tentatives, dans toutes ses propositions, d'un parlement de la zone euro, d'un ministre des Finances de la zone euro, d'un gros budget de la zone euro? C'est tout simplement parce que les peuples ne veulent pas, et l'Allemagne d'ailleurs en premier lieu, de cette visée fédérale qui a échoué. Et puis de l'autre côté, un certain nombre de nationalistes. Le piège, nous, c'est qu'on puisse et on nous fasse choisir entre l'un et l'autre. Et moi, ma vision, elle n'est ni nationaliste ni fédéraliste. Ce que nous voulons, nous, précisément, c'est pouvoir accorder les nations et l'Europe. D'un côté, on aurait Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit aux Danois? Il a dit, il n'y a plus de vrais Danois, il n'y a que des Européens, un peu comme les Français. Très bien. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a la disparition d'une nation, de cette forme ancienne auquel pourtant les Français sont attachés. Eh bien, nous voulons à la fois, bien sûr, rénover l'Europe, mais qui s'accorde aux nations. Nous ne voulons pas non plus une sortie de l'euro ni de l'Europe. Nous ne sommes pas des nationalistes. Donc je crois que ce piège-là, il est terrible. Il est terrible pour nous, et il vise bien sûr à nous fracturer, évidemment, pour les prochaines élections européennes. Mais c'est terrible parce qu'il vise aussi à fracturer l'Europe. Et quoi qu'on pense, et moi je ne suis pas un soutien évidemment de M. Orban, je pense que sur un certain nombre de questions, la politique de liberté, on a fait une convention sur la liberté, c'est quelque chose d'essentiel, donc je ne peux pas ratifier un certain nombre de ses choix, mais je dis aux vrais Européens que l'Europe pendant des décennies a été divisée par le communisme. On a, nous, aujourd'hui, un devoir. C'est un devoir de rassembler, de ne pas raidir, bien sûr, de dialoguer, de leur montrer que c'est une mauvaise voie, la démocratie illibérale. Donc je crois que le piège que nous tend M. Macron, dans lequel tombent, bien sûr, un certain nombre d'autres élus en France ou ailleurs, il faut impérativement y résister. Alors, une autre question. Ah,
dans une commune que je connais bien parce qu'elle est vendéenne, Alban, qui est de Talmont. Talmont, c'est le littoral vendéen, un peu au sud des Sables-d'Olonne. Et je salue d'ailleurs son maire, conseiller régional, que certains d'entre nous connaissent bien, Maxence de Rugy. Alban donc me demande mon avis sur les propos de Benjamin Griveaux sur la commission d'enquête parlementaire du Sénat ce matin. Bon, je regrette une chose, c'est que au Sénat, le groupe, la commission d'enquête parlementaire, ne soit pas, présidé par quelqu'un qui puisse venir de La République En Marche. vous savez, le Nouveau Monde sont des progressistes. Ils ont une conception de la démocratie ouverte à tous, à l'exclusion des autres. C'est eux, mais surtout pas les autres. Non, c'est caricatural ce propos. En revanche, revenons-en au fond du débat. Ce que je peux vous dire, je connais bien Philippe Bas. Il a une très haute conscience de sa responsabilité. Et ça n'est pas quelqu'un qui se laisse aller à des choix partisans. Croyez-moi, je le connais parfaitement et il veille. Et d'ailleurs, ça a été salué par tout le monde, par tous ceux qui ont regardé pendant cet été et qui ont pu comparer d'ailleurs une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui était présidée par une élue, justement, La République En Marche, et au Sénat, un élu qui certes est LR, qui est proche de nous, mais qui pour autant a une très haute conscience de sa fonction. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un paradoxe, parce qu'on nous dit que M. Benalla, en réalité, ça n'est pas une affaire d'État, c'est une dérive personnelle. Mais que voit-on? On voit tout un appareil d'État se mobiliser. On voit M. Griveaux de redevenir le porte-parole non seulement du gouvernement, mais de M. Benalla pour le défendre. On voit, pire, Mme Belloubet se transformer en avocate et défendre aussi M. Benalla. On voit dans les auditions du directeur de cabinet, Patrick Stroza, ou dans l'audition il y a quelques heures du chef de cabinet, la conseillère parlementaire, Mme Rebecca Pérez, qui assiste sans doute pour être bien sûr qu'ils sont dans la ligne à la commission d'enquête dans les locaux du Sénat, ces gens qui sont auditionnés. Alors la question, elle est tout simplement, si c'était une dérive isolée et personnelle, pourquoi y aurait-il cette mobilisation au plus haut niveau de l'État? Franchement, je vous pose cette question. Et si le Sénat continue son travail, ça n'est pas pour interférer avec la justice. Lorsque M. Benalla sera reçu au Sénat, nous ne lui poserons pas de questions qui pourraient interférer avec la justice. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui s'est passé pour le fonctionnement des services de sécurité et de l'État. La justice n'enquête pas. Elle enquête sur un problème qui est personnel et qui vise M. Benalla. Eh bien, nous allons nous décaler. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais je voulais vraiment rectifier les choses pour dire qu'on peut tenir à la séparation des pouvoirs et pour autant demander à M. Benalla de venir. D'ailleurs, sur TF1, il nous avait tous dit qu'il avait assez envie de venir au Sénat. Alors, il sera accueilli de façon très respectueuse et très républicaine. Il peut compter sur nous, et surtout sur le président de la commission et les deux rapporteurs, Muriel Jourda et Jean Viersuer. Alors, d'autres questions. J'espère que j'aurai le temps de répondre à toutes, parce que, ou alors il faut que je me presse. La question à la session. Alors, ce sont des questions, c'est un bloc, il y a plusieurs questions qui portent plutôt sur Force républicaine, et beaucoup plus, et la droite d'ailleurs, plus que des questions qui portent sur l'actualité nationale. Question d'abord de Morgane. Un nouveau sondage aujourd'hui confondre l'effondrement de la popularité de l'exécutif, notamment dans l'électorat de droite. Pourtant, la droite ne semble pas en profiter. Comment l'expliquez-vous? Alors ça, je vais vous dire, effectivement, depuis le début de l'été, ce que je voudrais d'ailleurs dire, c'est que c'était avant l'affaire Benalla. Il y a eu un décrochage vis-à-vis du président de la République pour les Français, dans la confiance des Français, avant ces affaires. Moi, je pense que, bien sûr, le paradoxe, c'est ce que Morgane souligne aujourd'hui, c'est que d'un côté, chute brutale dans les sondages, chute de la confiance du président de la République dans le cœur des Français, si j'ose dire, et pour autant, nous, on n'en profite pas. Moi, j'ai une explication assez simple. Je l'ai d'ailleurs dit à la Baule pour la rentrée lorsque j'ai fait mon discours. Moi, l'explication, elle vient d'abord d'une chose, c'est qu'il faut qu'on propose aux Français pas seulement une politique d'opposition, de critique, et pas seulement une politique d'opposition
agrémenté, comment dirais-je, d'un peu plus de sécurité, d'un peu moins d'impôts, d'un peu moins de dépenses publiques. Vous voyez, il faut qu'on change de cadre. Il faut que vraiment on puisse proposer tout à fait autre chose. Je pense que le débat d'idées, il est fondamental. Pourquoi est-ce que vous croyez que je m'échine avec tous nos amis de Force républicaine, de mois en mois, à essayer de défricher des questions qui sont parfois ardues? Est-ce que vous pensez que, par exemple, l'islam et la République, c'était pas piégeux? Si nous l'avons traité, c'est parce que je pense que c'est notre devoir, c'est le débat public. Voilà, si on suscite des interrogations, très très bien. Moi, j'y vois aucun inconvénient et moi, j'attends la contradiction. En revanche, moi, je pense qu'il faut que notre famille politique puisse être d'abord sur le débat d'idées pour qu'on puisse dire aux Français exactement la proposition qu'on veut porter. J'ai défini celle que je pense être la plus à même de rassembler les Français, une politique de civilisation. Parce que la politique, ça n'est pas uniquement l'économique, ça n'est pas uniquement des questions d'ordre matériel. On le voit dans tous les pays d'Europe, ce sont des questions existentielles, ce sont des questions relatives aussi à des choses qui sont immatérielles. On parlait de culture, d'identité. Moi, ce que je propose dans cette politique de civilisation, c'est que la droite, pour se rassembler, puisse marcher sur ses deux jambes. La liberté, parce qu'il y a toujours eu dans notre famille un peu une tentation de type colbertiste, un peu étatiste. Je crois que de toute façon, quand on est à 56% de dette, non pas de dette, mais de dépenses publiques, c'est-à-dire que lorsque on a une sphère publique qui est en train de contraindre et d'asphyxier la sphère privée, il n'y a pas d'autre choix. Donc il faut une droite qui soit et qui marche sur cette jambe de la liberté, mais aussi une jambe de l'identité. On en a parlé tout à l'heure, notamment un peu vis-à-vis de l'immigration. Donc pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette chute dans les sondages? C'est que je crois que pour l'instant, il faut nous redéfinir. Il faut redéfinir le projet, l'idéal que l'on veut porter pour les Français. Et c'est qu'à partir de ces idées qu'on pourra se rassembler. Un mot, parce que j'entends souvent des uns des autres qui disent oui, pas de division. Bien sûr, il ne faut pas de division. Il faut un débat d'idées. Ce qu'il faut écarter, c'est les querelles d'ego. Moi, je pense qu'on ne pourra rassembler qu'à partir des idées. Il faut retrouver, c'est ce que j'essaie de faire, il faut retrouver le point de convergence, le point d'équilibre qui permettra à des gens de droite, peut-être des gens du centre ou d'ailleurs, ou qui se sont réfugiés dans l'abstention depuis plusieurs élections, de nous rejoindre. Et moi, je pense que ce point d'équilibre, que pendant la primaire, on a sans doute approché avec l'idée de la liberté, de l'autorité, des valeurs, je pense qu'il faut le retrouver. Et à ce moment-là, je vais vous dire, on s'adressera directement aux Français. Et sur cette base-là, on peut rassembler beaucoup plus largement. Voilà, moi, l'explication que je me donne, que je fais de ce paradoxe, de cette rentrée entre une chute de la popularité de l'exécutif, d'une part, et d'autre part, un manque, en tout cas une stabilité dans les sondages pour notre famille politique. Alors, l'atelier de Montpellier rentre en scène. Voilà. Comment vous positionnez-vous sur la question des primaires? Franchement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours indiqué que beaucoup ont d'abord fait une erreur de diagnostic. Beaucoup ont pensé que si la droite avait perdu, c'était à cause des primaires. Non, évidemment non. Vous savez bien que cette campagne était absolument terrible. Elle était en quelque sorte escamotée. C'est pas les primaires. Je pense qu'il y a une erreur de diagnostic. Mais je sais que beaucoup de sympathisants redoutent ce moment où on voit s'affronter le choc de personnalité. Bien. C'est clair que moi, je préférerais qu'un candidat, une candidate puisse s'imposer. Si c'est le cas, on se ralliera. S'il porte notre ligne, nos convictions, il n'y aura pas de souci. Le problème, c'est que si ça n'est pas le cas, c'est très très difficile de donner une fois la parole aux gens, puis ensuite de la reprendre. Donc, où on a encore une fois un ou une candidate qui s'impose, si on n'en a pas, comment fait-on ? Et parfois, je dis, la primaire, c'est sans doute le plus mauvais système, à l'exception de tous les autres. Mais heureusement, pour l'instant, on n'en est pas là. On en est même très très loin. Il faut se définir, il faut travailler sur le fond. Donc, question de Maud, serez-vous candidat à l'élection présidentielle? J'ai donc répondu. C'est un problème qui ne se pose absolument pas. Ce que je veux, moi, faire gagner ma famille, et je veux surtout pas, il faut faire très attention qu'on puisse ne pas ajouter des initiatives qui seraient perçues par les Français, et notamment par ceux qui nous sont proches, comme des tentatives de division. Je pense qu'il faut faire très très attention, mais il faut aussi garder, moi j'ai ma liberté de conviction et je l'exprime. Je pense que, évidemment, c'est mon rôle.
Alors, quelle va être la stratégie de force républicaine pour les européennes? Écoutez, on a tenu la première convention, d'ailleurs, c'était au mois de mars, donc là encore, on avait anticipé ce débat, et je pense qu'on a bien formaté, d'ailleurs, la ligne, qui est la ligne qui, j'espère, sera la ligne de LR en même temps. Et je le disais, il y a ceux qui veulent la nation sans l'Europe, et il y a ceux qui veulent l'Europe sans la nation. Et nous, ça n'est pas notre cas. Nous, on veut changer le logiciel de l'Europe. Je pense, franchement, que l'Europe a rendez-vous avec l'histoire. On l'a bien vu au premier tour de l'élection présidentielle où une grande majorité de Français ont voté pour des candidats europhobes ou eurosceptiques. Bon. Mais on l'a vu aussi avec le Brexit, on le voit avec toutes les insurrections électorales. Donc je pense que l'élection européenne de mai 2019, pour l'Europe, elle est cruciale. Où elle change, je crois, vraiment, où elle meurt. Et moi, je pense qu'on peut porter un projet qui est européen. Je vous assure, les Français sont attachés à cette idée européenne, mais ne veulent plus d'une Europe qui les tracasse, d'une Europe technocratique. Je pense que l'idée que nous allons porter, c'est une Europe comme une vraie civilisation, avec son histoire, fière de son histoire, de son identité, avec une géographie, comme disait le général de Gaulle, une Europe vraiment européenne. Qu'est-ce qu'on parle encore de la Turquie ? Plus d'élargissement, stop, on ne peut plus. Les capacités, là encore, d'accueil sont dépassées. Donc je pense que c'est quelque chose d'important et une Europe qui doit nous protéger de la mondialisation, même si on accepte la compétition. Je parlais tout à l'heure de liberté. On ne va pas s'enfermer derrière des frontières. Simplement, toutes les grandes nations, toutes, et la première d'entre elles, les États-Unis, pratiquent un libre-échange qui veut une réciprocité et pas un libre-échangisme. Voilà, donc je crois que ce que nous voulons, nous, en matière de protection commerciale, par exemple, c'est qu'on inverse l'approche des choses. En France, on était suradministré à l'intérieur et on était une passoire pour la conception que l'Europe se faisait de la concurrence et du libre-échange. Il faut inverser les choses, libérer les énergies sur le sol national. Il y a trop de lois, de règlements, de charges, d'impôts. Mais au contraire, il faut être capable de s'affirmer comme une puissance au niveau, bien sûr, européen. J'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, des migrations. On pourrait aussi parler d'une Europe qui serait une Europe de la défense, là, qui respecte les nations, parce que ceux qui pensent qu'il peut y avoir une armée européenne aujourd'hui se trompent. Je pense qu'il faut commencer à proposer des programmes de défense. Ça sera le cas, j'espère, entre la France, l'Allemagne, peut-être la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, parce que je vous rappelle que le Royaume-Uni, même avec le Brexit, quand je parle d'alliance de défense européenne, c'est essentiel. C'est presque un tiers de notre potentiel militaire. Est-ce qu'on peut s'en passer? Je ne le crois pas. Mais le système de combat aérien doit se faire maintenant et doit se développer avec l'Allemagne et peut-être, j'espère, avec l'Angleterre. Idem pour le char, pour un système de combat, puisqu'on ne parle plus d'armes, soit d'avions ou de chars maintenant, mais de systèmes qui communiquent entre eux, qui sont beaucoup plus complexes. Mais les choses sont claires. Demain, la France n'aura plus les moyens de développer des systèmes d'armement très sophistiqués. Et là, je pense qu'il y a une réponse européenne, mais intergouvernementale à avoir. Je pense, et je suis favorable, moi, à ce qu'il y ait un fonds européen qui puisse aussi alléger le fardeau de la France lorsque nous intervenons sur le théâtre des opérations extérieures. La France n'est pas le mercenaire de l'Europe. Donc je pense que là encore, il doit y avoir un échange et une réciprocité en matière européenne. Alors, il faut que je sois plus rapide, me dit-on. Question de Frédéric de l'atelier de Troyes. Quelle est votre position vis-à-vis de la société civile? Vous savez que la société civile, ça a été la grande nouveauté pendant les primaires pour François Fillon. C'est peut-être elle qui l'a fait, sans doute même, qui l'a fait gagner. Moi, je souhaite qu'on puisse approfondir cette démarche-là. Une bonne nouvelle, je l'ai annoncé samedi, à quelques pas d'ici, puisque Viviane Chien-Ribeiro, qui s'était beaucoup engagée, a accepté de présider et de relancer la société civile. Donc très franchement, ce que je veux, moi, c'est qu'une société civile dans Force républicaine puisse nous aider à élargir le cercle de ce mouvement civique. Vous savez, aujourd'hui, les Français souvent ont été déçus par les partis traditionnels. Donc Force républicaine doit être aussi un lieu un peu nouveau, avec des pratiques nouvelles. C'est ce que j'essaie de faire avec les mercredis de Force républicaine. C'est ce que nous essayons de faire aussi ce soir. Je pense que la société civile, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que ce serait trop long de donner tous les détails ce soir. Alors, une question de Samuel. Avez-vous l'intention de vous déplacer en France dans les prochains mois? Bien sûr. Dans les prochaines semaines. Je commence la semaine prochaine.
Voilà, dans le Nord, dans l'Ain d'ailleurs, très exactement. Ensuite, j'aurai 2 déplacements, je crois le 3 et 4 octobre. J'ai plus en tête l'agenda. Je vais très régulièrement me déplacer. D'abord, un certain nombre de mes amis sénateurs me le demandent et je veux, c'est important, aller bien sûr au contact de nos territoires parce que la France, c'est d'abord des territoires qui ne se ressemblent pas. Voilà. Question de Jean-Sébastien. Avez-vous le projet de lancer une revue qui reprendrait l'ensemble de la production des mercredis de Force républicaine? Oui, alors vous savez que Force républicaine, on a des moyens qui sont limités. Et on a une équipe que je voudrais saluer, qui est actuellement en régie, qui nous écoute. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc moi, ce que je souhaite, il y a toute une dimension de formation. Après la convention de samedi, nous étions avec plusieurs dizaines de jeunes pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait relancer cette dimension-là. Et cet aspect de formation, cet aspect en même temps de publication, il est important. On est en train d'emmagasiner, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu regarder et assister aux interventions de samedi, c'était de haut niveau. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen. Les publier, c'est long, c'est fastidieux, c'est souvent, comment dirais-je, aussi coûteux. Alors on publie un certain nombre, on l'a fait sur l'Europe, on va le faire sur l'islam en fin de semaine. On publie des propositions. Mais Pierre Manant, par exemple, qui est un grand philosophe, nous a envoyé une contribution de très très haute volée sur cette question de liberté. On le voit que la question de la liberté en Europe, elle est fondamentale. Est-ce qu'elle s'oppose, cette liberté, au peuple, à la volonté des peuples? Est-ce qu'il y a d'un côté une démocratie, des démocraties libérales, de l'autre des oligarchies qui seraient, elles, libérales? Bon. Donc, bien sûr, on y pense, on va le faire, peut-être sous une forme vidéo, peut-être aussi sous des formes en même temps numériques. Question de l'atelier d'Annecy. Comment prôner la liberté dans un pays drogué à la dépense publique? Justement. La liberté, ça n'est pas l'option. La liberté, c'est la nécessité, bien sûr. On a atteint un sommet, 28e rang sur 28e, en matière de dépenses publiques, 28e, puisque pour l'instant le Royaume-Uni est toujours parmi nous. Bon, on est les derniers, voilà. C'est-à-dire qu'on est le champion du monde, en tout cas de l'OCDE, de la dépense publique. C'est pas ça qui passionne les Français. Parce que finalement, les Français, ils voient bien que la dette augmente. On est en train de tutoyer les 100%. Ça leur fait peur pour leurs enfants. Évidemment, c'est une bombe à retardement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Le plus important, c'est les impôts, c'est les taxes. Comment est-ce que ce pays, champion de la dépense publique, soit aussi le champion, par exemple, de l'OCDE, du prélèvement et des impôts? On a doublé, y compris les fameux pays scandinaves. Ça veut dire que on cumule à la fois ce record de la ponction, de l'impôt, de la taxe, qui ne parvient pas à financer notre dépense publique, et c'est pour ça qu'on crée du déficit. C'est plus possible. Ça a été possible un temps, c'est possible depuis, on est compte, 74. C'est le dernier budget en équilibre. Mais tout ça aura une fin, et on voit bien aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la croissance s'affaiblit? La croissance s'affaiblit parce qu'il y a eu trop d'impôts, il y a eu une ponction depuis ces 15 mois sur notamment les ménages, les familles, je pense aux retraités, je pense aussi aux ruraux à travers le carburant, etc. Mais il y a une ponction qui est l'équivalent de celle que François Hollande, ou presque, a fait peser sur les ménages français, notamment en 2013. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est parce qu'il y a eu sur cette ponction qu'il y a eu un blocage de la croissance, tout simplement parce que le pouvoir d'achat détermine la consommation. Et la consommation, c'est le principal moteur de la croissance française. Donc, c'est pas, moi je suis pas, comment dirais-je, un obsédé de la dépense publique, ni de la comptabilité. Simplement, moi je suis un rural et je pense que le bon sens vaut beaucoup mieux que la science économique. Et ben voilà, vous devez gérer un budget et vous voyez bien ce qui se passe quand ça dérape. Alors, Pierrick de Cancale, êtes-vous favorable à une loi contre l'addiction aux réseaux sociaux? Fichtre. Une loi contre l'addiction aux réseaux sociaux. Ça, c'est M. Majoubi, je crois qu'il doit être secrétaire d'État au numérique, qui a fait cette proposition. On parlait de liberté. Un des grands penseurs de la liberté, du libéralisme, en tout cas politique, qui n'a rien à voir avec le néolibéralisme d'aujourd'hui, qui était Hobbes, avait dit en latin un jour, c'est dans le silence de la loi que réside la liberté des citoyens.
Les Chinois, la France en mandarin s'écrit Faguo, c'est-à-dire le pays des lois. Et ben voilà, ceux qui nous gouvernent pensent que pour réformer un pays, on le réforme par la loi. C'est absolument faux. Si la France, qui est le pays au monde où il y a sans doute le plus de normes, de règlements, etc., de lois, si l'indice de la réforme et de la bonne santé, c'était le niveau de la loi, les dizaines de codes, code de l'urbanisme rural, etc., alors nous serions champions du monde de la croissance, etc. On voit bien que, là encore, c'est une tentative par le haut d'étouffer en réalité l'expression de la société civile. Moi, je pense aujourd'hui qu'il doit y avoir une meilleure respiration de la société civile. Et malheureusement, comme le disait Václav Havel, c'est qu'on a des États, et en France c'est le cas, parce que moi je suis de tradition française, donc le régalien ça me parle. Et moi, je ne veux pas la disparition de l'État. Moi, je veux un État qui soit fort dans ses missions, notamment essentielles. Václav Havel avait l'habitude de dire qu'il ne faut pas un État qui pèse pour son propre compte. Eh ben voilà, l'État pèse pour son propre compte. On a le fake news, on a maintenant cette velléité de réguler comment dirais-je, les réseaux sociaux. De toute façon, ça ne marcherait pas. Donc voilà. Alors, Serge de Strasbourg. Emmanuel Macron va présenter un plan pauvreté. Quelle est pour vous l'urgence sociale? Il y a une urgence sociale. Ce n'est pas avec 9 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté qu'on peut balayer d'un revers de la main cette initiative. Moi, j'espère que les propositions que dévoilera le gouvernement, que dévoilera Emmanuel Macron, seront à la hauteur de l'enjeu. Sans anticiper sur ces propositions, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il faut déjà ne pas appauvrir les Français. Et ce que je constate, moi, c'est que la politique de Emmanuel Macron est profondément injuste. Elle a consisté à taper les familles, doublement. Comme François Hollande, la politique familiale, évidemment, la page, etc. Maintenant, la désindexation. La double peine pour les retraités. Et puis, tous les ruraux. La ponction sur le gazole, sur le fioul domestique, ce qu'on appelle ces impôts sur le carbone, sur les impôts verts, le verdissement de la fiscalité, ça va représenter en 5 ans pratiquement 25 milliards. C'est plus que la CSG. Les Français vont s'en rendre compte. Ils s'en rendent déjà compte lorsque chaque semaine, chaque quinzaine, peu importe, ils font le plein aux pompes à essence ou à gazole. Donc n'appauvrissons pas les Français. Moi, je pense que... On va parler, bien sûr, des régimes de retraite. Moi, je suis favorable, d'ailleurs, à une retraite par points. Nous l'avons proposé, mon groupe l'a proposé au Sénat il y a déjà 3 ans. Bien. Mais attention, on voit bien que Emmanuel Macron, qui n'ose pas dire aux Français, attention, il faudra sans doute proportionner le départ légal, l'âge légal de départ pour la retraite, avec l'espérance de vie, ce qui est vraiment du simple bon sens, il n'ose pas le dire, donc de reculer cet âge-là, ne dit pas que l'autre choix, c'est d'appauvrir les retraités. Or, c'est ce qu'il fait. Il risque de faire ce choix de l'appauvrissement des retraités. Et attention, il y a des retraités qui sont très pauvres, et il faut bien le prendre en compte. Je pense aussi aux agriculteurs. Vous savez, il y a un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins que le RSA. Ben ça, c'est la pauvreté. Donc vous voyez, la pauvreté, ce n'est pas quelque chose qui doit être uniquement ponctuel, qui doit s'adresser aux plus fragiles, qui seraient labellisés pauvres. Bien sûr, on leur doit de tendre la main, mais en même temps avec une conditionnalité. On ne doit pas développer une politique d'assistance. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on donne des droits, il faut aussi imposer des devoirs. Sinon, ça ne marche pas. J'étais président de département, je gérais donc la réinsertion avec notamment RMI, puis ensuite RSA. Il y avait une exigence. Alors, il faut proportionner ces exigences à ce que les uns ou les autres peuvent fournir comme effort. Mais c'est fondamental. Mais vous voyez bien que tout ça est quelque chose qui ne part pas simplement d'une liste, aussi généreuse soit-elle, mais généreuse souvent avec l'argent des autres, avec l'argent du contribuable. Il faut une politique très équilibrée qui ne consiste pas d'abord à appauvrir des Français ou des catégories de Français. Et de ce point de vue-là, beaucoup de la politique ou des politiques d'Emmanuel Macron sont profondément injustes pour cette raison. Alors, Valérie de Paris. Daesh recule. Pensez-vous que la guerre contre l'islamisme soit gagnée? Daesh recule, oui, c'est-à-dire que Daesh, qui est l'acronyme arabe de l'État islamiste, a perdu le contrôle territorial
en Irak et en Syrie. Mais depuis plusieurs semaines, on constate qu'il y a eu un certain nombre d'attentats graves qui ont été repris. Donc attention, la victoire, y compris là-bas, n'est pas totalement assurée. Je suis allé il y a quelques mois en Irak et j'ai bien vu que toutes les zones n'étaient pas totalement sécurisées. Maintenant, évidemment, M. al-Baghdadi est en fuite. D'ailleurs, il n'a pas été capturé, il n'a pas été tué. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, donné à nouveau de la voix. Et l'islamisme frappe toujours. Toutes les semaines, sur un des 5 continents, il fait des victimes. Donc c'est une question qui nous est posée. Il faut combattre l'islamisme avec la dernière énergie. C'est un totalitarisme. C'est le totalitarisme islamiste qu'il faut combattre. Il faut le combattre avec des moyens qui sont militaires, avec des moyens qui sont policiers, des moyens qui sont judiciaires aussi, et il y a un certain nombre de mesures qu'il faudrait prendre, y compris sur le sol français. Depuis la sortie de l'état d'urgence, c'est beaucoup plus difficile de fermer des mosquées, pour plein de raisons. Combien d'ailleurs combien y a-t-il de mosquées qui étaient fermées depuis la sortie de l'état d'urgence? Moins de 5, 4 je crois. Donc vous voyez qu'il y a ce réarmement, sans doute judiciaire, policier, militaire, bien. Mais il y a un réarmement moral. Parce qu'en réalité, en nous frappant, les terroristes désignent une cible. La cible qu'ils désignent, ce sont nos valeurs. Quand ils font l'attentat de Nice, c'est la fête de la République, la fête nationale, le 14 juillet, qui est visée. Quand c'est un prêtre qui est égorgé, c'est aussi notre culture judéo-chrétienne qui est visée. Quand il y a aussi l'attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, c'est là encore la liberté d'expression, qui est une valeur des démocraties occidentales qui est visée. Donc on voit bien qu'en désignant la cible, en réalité, les terroristes nous montrent aussi, paradoxalement, je le fais entre guillemets, bien sûr, pour être bien compris, mais ils nous montrent le chemin d'une résistance, du réarmement moral, mental, culturel, à l'école, sur les territoires de la République. On doit agir contre l'islamisme dans sa forme la plus brutale, le djihadisme, mais aussi dans une forme idéologique qui se déploie sur le territoire français. Combien y a-t-il de quartiers qui ont échappé aujourd'hui à la loi civile de la République? Combien y a-t-il de quartiers dans lesquels on considère que ces gens-là considèrent que la charia est supérieure à la loi civile de la République, que le Coran est supérieur à la Constitution? Il y en a sans doute des dizaines, bien sûr. Vous avez entendu la Verrière, les reportages sur Trappes, etc. Donc il y a un problème de fond, une action de fond qui mérite beaucoup plus que de nouveaux arsenaux réglementaires ou législatifs, d'abord du courage. Voilà, je pense que l'islamisme, cette lutte, ce combat, se pose à nous pour plusieurs années, sous plusieurs formes, à l'étranger et sur le territoire, mais aussi dans une forme violente et dans une forme qui avance discrètement, mais de façon très déterminée, et qui est le véritable terreau aussi pour toutes ces nouvelles vocations. Ben dites-moi, c'est un exercice qui est très exigeant. Alors, on va prendre une dernière question, qui ça va me permettre de souffler, qui est de Yves. Vous êtes sans doute la personnalité politique qui cite le plus d'auteurs dans vos discours et vos interventions. Bon, Emmanuel Macron, il aime bien faire des citations aussi. Quelle est votre citation préférée? Ah, il y en a plusieurs, ça dépend. La devise peut-être. Vous savez que je suis cavalier, j'adore, c'est ma passion. Et j'ai fait mon service militaire, je suis officier de réserve, je suis cavalier d'ailleurs, dans la cavalerie, à Saumur. Voilà. Et le cadre noir, vous savez, les écuyers de Saumur ont une devise qu'un grand écuyer en chef leur avait apportée. Il s'appelait Lot à l'époque, en avant, calme et droit. Et je trouve que cette devise est une belle devise. Pas seulement quand on monte à cheval, même si elle définit la grande règle, la règle d'or de l'équitation de tradition française, qui est désormais d'ailleurs reconnue au patrimoine de l'humanité. Je tiens à le dire pour faire un peu de publicité pour Saumur et ma région natale, mais aussi parce que je pense qu'en politique, cette idée d'être posé, cette idée d'avoir une forme de sérénité pour porter un regard sur les choses, qui ne soit pas un regard agité, mais qui soit un regard réfléchi, c'est fondamental. Droit, évidemment, et puis la calme, bien sûr aussi. Et en avant, voilà, en avant parce que
il ne faut pas se retenir, il faut pouvoir rentrer dans le combat. Le combat des idées, c'est notre combat, c'est celui qui va déterminer, je pense, l'avenir de notre pays, pas seulement de l'avenir de la famille politique. Parce que là encore, je pense qu'il faut qu'on parle aux Français, pas seulement qu'on s'enferme dans telle ou telle chapelle, mais là encore, je pense que c'est ce combat des idées qui est le plus important, c'est celui qui nous permettra de trouver les bonnes solutions pour rassembler les Français et demain, j'espère, pour redresser la France, si on a besoin, parce que depuis 15 mois, la France ne va pas mieux. La France a de nouveau décroché et quand on la compare aux autres pays européens, malheureusement, on se désole. Voilà, en tout cas, je voudrais terminer sur une note d'optimisme. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui nous aident. C'est important. Il ne faut pas qu'on se sente seul. Et quand je vois des salles qui sont pleines, eh bien ça me porte en avant. Voilà. Donc vous avez un rôle extrêmement important de nourrir aussi le projet tout au long des mercredis de Force républicaine. Je voudrais d'ailleurs, à ce sujet, annoncer le prochain mercredi qui se déroulera donc à partir d'ici. Il sera bien sûr, comme d'habitude, retransmis pour la centaine d'ateliers, puis aussi sur Internet pour ceux qui ne peuvent pas participer aux ateliers. Ce sera le 10 octobre prochain. Notez-le bien, il y a une question en rapport avec ce thème-là tout à l'heure, sur l'éducation. C'est notre secrétaire général qui est député, alsacien, Patrick Hetzel, avec Anne Coffinier, présidente de la Fondation pour l'école, qui plancheront sur un thème qui est fondamental. L'école, pour, là encore, faire en sorte que les jeunes Français puissent aimer la France, et puisse façonner demain une France qui ne soit pas exactement celle d'hier, mais qui puisse relever des défis qui sont les défis fondamentaux pour l'avenir. Et on oppose souvent le conservatisme au progressisme. Moi, je pense que précisément la transmission, qui est quand même le job de l'école, la transmission, c'est de faire en sorte que toute cette sagesse, tous ces savoirs qui ont été accumulés et qui forment ce qu'on appelle une forme de civilisation, puissent être réactualisés à chaque génération, que chaque génération puisse non pas les mettre sous de la naphtaline, mais puisse en même temps les reconfigurer en fonction, bien sûr, des nécessités du temps, mais sans jamais perdre l'ancrage ni l'enracinement. Voilà la conception que je me fais de l'éducation, mais aussi finalement de la politique, face à la mondialisation qui nous déracine, face à un progressisme qui voudrait penser l'individu comme détaché de toute communauté nationale, par exemple, de toute communauté humaine. Eh bien, nous, à Force républicaine, et j'espère aussi dans la droite de façon plus largement, nous voulons au contraire essayer de faire en sorte qu'on puisse mieux réarticuler cet enracinement avec l'idée d'un dépassement. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. En tout cas, merci de m'avoir suivi ce soir. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions que vous vous posiez. Et puis, j'espère que nous nous retrouverons en chair et en os au moment du Tour de France à travers les régions et les départements français. Merci.